Le récif corallien offre une image paradisiaque d'une mer cristalline qui réunit toutes les teintes de bleu et de vert. Une fois sous l'eau, il présente un kaléidoscope de couleurs plus éclatantes les unes que les autres. Mais si les récifs coralliens sont des structures magnifiques, ils restent largement méconnus. Comment se sont-ils constitués? Où les trouve-t-on? Comment se peuplent-ils? Il faut d'abord savoir qu'ils ne se forment pas par hasard. En effet, des facteurs tels que la salinité, la température, l'oxygénation et la luminosité de l'eau ont tous leur importance. On les trouve dans les eaux peu profondes et ensoleillées des régions tropicales. Ils y naissent et se développent au point de devenir des structures géologiques à part entière. Bien qu'ils couvrent moins de 1% des fonds marins, ces écosystèmes rassemblent environ 25% des espèces marines. « 2500 types de coraux y ont été identifiés et près de 5000 espèces de poissons. Ces structures offrent des niches écologiques à de nombreux animaux qui y trouvent nourriture et refuge. Mais quelle est l'origine de ces structures naturelles? Quels sont les premiers coraux à s'installer? Comment la vie s'organise-t-elle? Parmi les 2500 espèces de coraux, environ 1000 espèces fondent les bases du récif. Le récif corallien est la seule structure naturelle bioconstruite, c'est-à-dire bâtie par des milliards de petits organismes vivant en colonie, les polypes. Les polypes sont la partie vivante du corail. Ils produisent, tout au long de leur vie, un squelette calcaire à partir des minéraux présents dans l'eau. C'est l'accumulation de tous ces squelettes qui forment les récifs coralliens. Mais comment les coraux font-ils pour envahir l'espace? Pour comprendre ce phénomène, il faut s'intéresser à leur reproduction. La majorité d'entre eux se reproduit pendant un laps de temps très court, seulement quelques jours par an. Tel un nuage, des spermatozoïdes et des ovules sont lâchés simultanément en pleine eau et se rejoignent. Une fois fécondés, les œufs se transforment en larves qui dérivent au gré des courants, voyageant ainsi parmi le plancton. Durant ce stade larvaire, les futurs coraux peuvent parcourir des centaines de kilomètres avant de se fixer sur un support, quelquefois très loin de leur site de ponte. Dans le récif, l'installation des nouveaux coraux est extrêmement difficile à observer, car ils sont noyés dans la masse. Les objets terrestres immergés permettent de mieux visualiser ce phénomène de colonisation. Mais ces points d'ancrage offrent peu de positions différentes par rapport au Soleil et au courant, et on comprend mal la place que chaque corail s'attribue. Par contre, une épave est un terrain beaucoup plus riche car elle offre à la fois un ensoleillement, une profondeur et un positionnement au courant d'une très grande variété.
Une épave échouée dans un lieu où il y a peu de courant sera moins colonisée que dans un lieu beaucoup plus brassé, plus oxygéné. Là où il y a du courant, il y a de la vie. Mais il faut la présence d'un dernier élément, certainement le plus important. La lumière. Comme pour toute vie sur notre planète, le soleil est indispensable au récif corallien. Le principe est simple. Plus l'épave est proche de la surface, plus elle reçoit de lumière, et donc plus elle est habitée. Ceux qui ont le plus besoin de lumière sont les hydraires. On les rencontre sur la partie haute de l'épave. Grâce à leur croissance rapide, ils sont parmi les premiers à s'installer. Regroupés en touffes très serrées, les hydraires se remarquent dès les premiers mètres sous l'eau. Ces fougères de la mer, très souples, se balancent langoureusement au rythme de la houle. Les hydraires partagent ce territoire avec différentes espèces de coraux durs qui croissent aussi très rapidement. Ils s'agglutinent les uns aux autres, les plus forts et les plus rapides essayant d'étouffer les plus fragiles et les plus lents. Dans cette conquête du territoire, ils se livrent une guerre sans merci et de nombreuses cicatrices témoignent de cette lutte. Mais finalement, chacun réussit à trouver sa place à l'endroit qui lui convient le mieux. Un peu plus en profondeur, là où le courant est plus marqué, les alcyonnaires forment des colonies dressées. Ils donnent l'impression d'avoir une consistance charnue à cause de leur hydrosquelette. Un hydrosquelette est un squelette mou qui se gonfle d'eau, ce qui lui donne cet aspect translucide. Leur couleur peut aller du blanc au violet et leur association constitue de splendides bouquets. Les zones plus à l'ombre sont colonisées par le corail arbuscule. Il est carnivore et n'a pas spécialement besoin de lumière pour se développer. On comprend alors que moins un endroit reçoit de soleil, plus il sera délaissé par le corail. L'exploration intérieure d'une épave met ce phénomène en évidence. Une épave est donc une grande diversité d'emplacements qui détermine une certaine organisation dans la cohabitation. À chaque type de corail, son endroit de prédilection. Maintenant que l'on sait comment s'établissent les coraux sur le récif, intéressons-nous aux poissons. Il y a les poissons pélagiques, ceux qui vivent au large et qui viennent de manière temporaire sur le récif. Et les sédentaires qui, eux, passent toute leur vie dans une zone bien définie. Voire même sur un simple petit morceau de corail. Ou dans une anémone. L'organisation de la communauté corallienne est généralement le résultat d'interactions entre les différentes espèces. Grâce à ses étendues et à sa complexité architecturale, le récif offre une multitude d'abris aux poissons et assure ainsi leur survie en les protégeant de leurs prédateurs. Les poissons occupent la totalité du récif. Mais leur répartition s'établit de manière verticale, en fonction des rapports qu'ils entretiennent avec la profondeur. Les récifs jouent un rôle majeur dans l'univers marin.
Ce sont des lieux de vie par excellence. L'homme l'a si bien compris qu'aujourd'hui il considère les épaves comme des récifs artificiels. Il en arrive même à couler des bateaux volontairement dans des zones où il n'y a que du sable et des fonds plats. Cette démarche a des conséquences positives évidentes sur la biodiversité et permet d'augmenter la population des espèces sous-marines. Les pêcheurs professionnels sont souvent à l'origine de ces récifs artificiels, qui constituent une des réponses possibles aux problèmes liés à la surpêche et à la dégradation des écosystèmes marins. Comprendre le récif, sa formation, ses habitants, les protéger pour mieux les observer, c'est rendre à la mer son âme et nous enrichir d'un monde qui ne cessera de nous émerveiller.